Bonsoir, les Serbes de Bosnie détiennent toujours 11 Français membres d'une organisation humanitaire. Ils veulent les juger pour un prétendu trafic d'armes. Des avocats français sont arrivés aujourd'hui à Sarajevo. Une marche pour la réconciliation aura lieu demain en Algérie. La réconciliation est-elle encore possible? Nous poserons la question à notre invité, le chef du gouvernement algérien, M. Mordad Sifi, qui fera sa première apparition à la télévision en direct d'Alger. Triste prémonition, Ayrton Senna s'était rendu sur le circuit d'Imola le 9 mars, bien avant la course, et avait mis en garde les organisateurs contre les dangers du parcours. Un document filmé le montre. Enfin, et c'est l'événement de la journée, la Ve République a réuni les deux hommes qui se sont le plus vivement combattus, Charles de Gaulle et François Mitterrand. L'actuel président a baptisé le premier porte-avions français à propulsion nucléaire, qui porte le nom de l'ancien chef d'État. Mais Édouard Balladur, Jacques Chirac et François Léotard étaient également présents à Brest pour découvrir cette cathédrale d'acier enveloppée dans un immense drapeau tricolore. Laurent Boussier, Yves Barbe. 261 mètres de long, 38 000 tonnes et un pont d'envol de 12 000 mètres carrés, soit 2 terrains de football. Si ça n'est pas un grand porte-avions, le Charles de Gaulle est quand même un sacré bateau. Il est à la fois une base aérienne capable d'accueillir 40 avions de combat, une ville de 2000 habitants, une centrale nucléaire miniature et un système de combat capable de répondre aux menaces militaires du XXIe siècle. Pas étonnant donc qu'il ait de nombreux parrains et que son inauguration soit l'objet d'un spectacle hollywoodien. Présidents, présidentiables et ministres sont venus rendre hommage à la fois aux industries françaises et au chef de la France libre dont ce bâtiment porte le nom. En associant ce nom à ceux de Clemenceau et de Foch, elle honore les hommes illustres qui, au cours de ce siècle et aux heures sombres de notre histoire, ont su affirmer le refus de la défaite et la volonté du pays de rester maître de son destin. Aujourd'hui, pas de polémique politicienne. En rendant hommage à Charles de Gaulle, à la Marine nationale, en parlant de l'Europe et de l'avenir, le chef de l'État a joué la cohabitation. Et s'il a évoqué le nucléaire, c'était pour rappeler que ce porte-avions, comme ses prédécesseurs, serait capable, grâce à ses avions embarqués, de porter chez l'adversaire l'ultime avertissement. Les divergences entre le président de la République et des membres du gouvernement sur la reprise ou non des essais nucléaires n'ont pas été évoquées publiquement à Brest, ce n'était pas le lieu. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler avec François Mitterrand dans une émission spéciale sur France 2 et TF1 mardi prochain à 20h15. Édouard Balladur a été surpris par la rumeur qui a couru tout à coup dans Paris. Charles Pasqua, disait-on, lisait-on, allait démissionner parce qu'il n'avait pas obtenu satisfaction sur un projet qui lui tient à cœur, l'aménagement du territoire. Charles Pasqua n'a pas démissionné parce qu'il a obtenu satisfaction. Jérôme Catala, Alain Rapchaud. Il n'y a plus de problème Pasqua. En visitant ce matin la foire de Paris, Édouard Balladur a voulu mettre fin aux rumeurs. Est-ce que la menace de M. Pasqua de démissionner vous interpelle? Tenons-nous-en là, monsieur, tenons-nous-en là. Est-ce que vous êtes étonné par ce conflit? Mais il n'y a pas de conflit et il n'y a pas de menace. Pas de conflit entre le ministre du Budget et celui de l'Intérieur, ou en tout cas plus de conflit. Car ce matin à Matignon, Charles Pasqua a obtenu gain de cause. Oubliez donc les velléités de démission qu'on lui prêtait depuis plusieurs jours. On n'a pas être riche. On n'a pas être riche, mais alors quand on est au gouvernement, on y est pour assumer ses responsabilités. Il faut obtenir les moyens nécessaires à l'accomplissement de la politique que l'on conduit. Je n'ai jamais douté d'avoir ces moyens. Nous avons toujours été d'accord, Charles Pasqua et moi, sur l'analyse politique. L'analyse politique, elle est très simple. L'aménagement du territoire est une priorité parce qu'on ne peut pas avoir une France à deux vitesses. Mais derrière les propos consensuels et les sourires de circonstance, une réalité. Il était difficile à Édouard Balladur de se passer du poids politique de Charles Pasqua. L'aménagement du territoire, ça sonne comme une formule technocratique, mais cette formule recouvre des projets très concrets, comme le TGV par exemple, qui suscite l'admiration dans de nombreux pays, mais qui a quelques adversaires dans notre propre pays. Des manifestants se sont rassemblés à Marseille et en Avignon. Ils ne veulent pas du tracé prévu pour le TGV Sud-Est. Ils mettent en avant les risques qu'il comporte dans les zones inondables, mais aussi la protection de la nature, c'est-à-dire de la Provence et de ses habitants, pas forcément les hommes. Patrice Velay et Jean-François Georgetti. Là-bas, contre la falaise, niche l'aigle de Bonelli.
Jean-Michel et Christian connaissent tout de ce rapace provençal. Et selon eux, il ne pourra jamais cohabiter avec le TGV. Les travaux, le passage même du TGV et tout ce que ça va induire par la suite comme modification des voies de communication et autres, feront que l'appauvrissement même de cette qualité biologique amènera à terme la disparition de l'aigle qui est symbolique en tant que super prédateur sur ce genre de territoire. Voici les premières traces de la ligne SNCF sur le territoire de l'aigle de Bonelli, un oiseau rare dont l'État et l'Europe subventionnent la survie. Quant au site, il est classé zone de protection spéciale. On se demande vraiment où est le droit. C'est-à-dire que d'un côté on finance en nous disant protéger, et de l'autre côté, des sociétés nationales sont là pour détruire ces mêmes espèces. Contradiction donc entre aménagement du territoire et environnement, car le TGV, en évitant zones urbaines et agricoles, traverse surtout les derniers milieux naturels de Provence. Pour la SNCF, un casse-tête face à son projet initial, Paris-Marseille en 3 heures. On a mis en œuvre ici des études comme jamais on en a fait sur les autres lignes à grande vitesse. On met en œuvre des moyens techniques, humains et financiers qui sont beaucoup plus élevés que tout ce qui s'est fait sur les autres lignes qui sont construites aujourd'hui, et ceci pour réussir l'insertion dans l'environnement. L'aigle et le TGV, une fable moderne, une confrontation inégale sans doute, mais un symbole pour les Provençaux, pour ceux qui ne veulent pas du TGV à n'importe quel prix. Les Serbes de Bosnie détiennent toujours 11 Français membres de l'association humanitaire Première Urgence. Ils les accusent de s'être livrés à un prétendu trafic d'armes au profit des musulmans bosniaques. Paris a exigé leur libération, mais les Serbes de Bosnie tiennent à les juger. Des avocats français sont arrivés aujourd'hui à Sarajevo pour être témoins de ce procès qui devait avoir lieu demain, mais qui pourrait avoir lieu un peu plus tard, peut-être dans une quinzaine de jours. Les Serbes de Bosnie récusent d'ailleurs le terme otage employé par Paris, mais ne semble pas vouloir tenir compte des avertissements des dirigeants français. Agnès Varamian et François Granier se sont rendus dans les bureaux de Première Urgence de cette jeune association qui a arrêté toutes ses opérations humanitaires et qui attend impatiemment le retour des siens. Je vous montre, c'est des colis comme ça qu'il y avait dans les camions qui ont été arrêtés. En fait, c'est très exactement pour ça qu'aujourd'hui on a 11 des nôtres qui vont être jugés, qui transportent ce genre de choses, c'est-à-dire de l'huile, des haricots secs. Des aliments et pas des munitions. Au siège de Première Urgence, les bénévoles en sont persuadés. C'est le procès de l'humanitaire tout entier qui s'ouvrira bientôt en Bosnie serbe. Dénoncer la manipulation, alerter les médias et attendre, car encore peu de nouvelles sont parvenues ici sur l'état de santé des otages avant le procès. Je pense que ça sera une épreuve très difficile pour tous, même si parmi eux, il y en a de nombreux qui sont aguerris à l'action humanitaire, qui travaillent avec Première Urgence depuis longtemps et qui ont déjà subi des passages difficiles. Les 11 s'étaient forgés à l'humanitaire en Bosnie depuis plusieurs mois. Moyenne d'âge 35 ans, Myriama était leur lien avec Paris. Elle vit mal cette veille de procès. On a toute la journée des informations contradictoires. On ne sait pas finalement ce qui adviendra des 11 volontaires qui sont détenus par les Serbes. On ne sait pas exactement comment se passera ce procès, dans quelles conditions, ce qui en sera l'issue. Donc effectivement, on est un petit peu inquiet. Première Urgence a reçu le soutien d'autres organisations humanitaires et appelle à une manifestation mardi à Paris. La mort d'un homme dans les locaux de la préfecture de police aujourd'hui à Paris. Il s'agit d'un Malien qui était en situation irrégulière et qui avait été interpellé dans le métro en début d'après-midi. Il a succombé à une crise cardiaque. Il était âgé de 32 ans. SOS Racisme a demandé des éclaircissements et le préfet de police, Philippe Massonnier, a saisi l'inspection générale des services, la police des polices. Les Américains évacuent à leur tour leurs ressortissants du Yémen, où une guerre civile oppose les nordistes aux sudistes. Déjà ce matin, un bâtiment de la marine française, le Jules Verne, avait réussi à embarquer puis à conduire à Djibouti 577 étrangers, dont 19 Français. Patricia Coste. Le port d'Aden hier, derrière les mitrailleuses du Jules Verne, le bâtiment français qui vient d'évacuer les ressortissants européens qui le désirent. L'opération se déroulera sans problème. Les combats ont lieu pour l'instant en dehors de l'ancienne capitale du Sud-Yémen. Mais 577 personnes, issues de 47 nationalités, ont préféré profiter du bateau français et se sont entassées sur le Jules Verne, emportant avec eux uniquement leurs effets personnels. C'est parti très vite. On a vécu l'attaque de l'aéroport d'Aden à partir de 22h, 22h30. Quand est-ce ? Mercredi. Mercredi. Vous êtes senti menacé
Pas personnellement, à aucun moment. Il n'y a pas eu d'agressivité particulière du tout de la population à l'égard des Européens ou des non-yéménites. On ne sait pas, on n'a pas vu d'attaque dans la ville, donc on ne s'est pas senti personnellement ou directement menacé. Yarim. Ces images envoyées par les nordistes montrent l'anéantissement du matériel sudiste et de longues files de prisonniers. Images presque identiques envoyées de Damar, où une véritable bataille de chars a eu lieu et où les cratères creusés par les missiles sont significatifs de la violence des engagements. Ce sont dans les casernements où les deux armées se côtoyaient, sans avoir fusionné malgré la réunification du pays, qu'ont eu lieu la plupart des combats. À Sanaa, la capitale, malgré quelques paniques dues aux tirs de batteries antiaériennes contre des alertes de Scud, la vie quotidienne n'a été perturbée que par les files d'attente devant les pompes à essence, les sudistes étant soupçonnés de vouloir couper l'approvisionnement en provenance d'Aden. Aden, but des attaques nordistes où des combats auraient lieu en ce moment à 20 km de la ville. Au Proche-Orient, l'accord de paix va prendre forme. Plusieurs centaines de policiers palestiniens qui se trouvaient au Caire devraient arriver à Gaza, arrivée opportune au sein d'une population qui risque d'être livrée à elle-même après le retrait des Israéliens. Reportage de nos envoyés spéciaux, Isabelle Bechler et Patrick Voix. Quand le numéro 1 de la police palestinienne, cheveux gris, discute avec le numéro 2, en kaki, cela donne des messes basses entre généraux de brigade. Ils sont embarrassés dans l'expectative. On ne peut rien vous dire. Pourquoi les policiers ne viennent pas? On ne peut rien vous dire. Problèmes logistiques insolubles pour le gros du contingent. Des hommes du Yémen y sont bloqués par la guerre civile, d'autres arrivent trop lentement de Libye. Ceux d'Égypte sont en route. Et à la frontière de Rafah, ce sont toujours des soldats israéliens qui contiennent et déçoivent le patriotisme des jeunes de Gaza. Ambiance bon enfant, mais ferme, on sent bien que les Israéliens ne veulent pas s'éterniser. 4 jours après la signature du Caire, les atermoiements de la direction de l'OLP commencent à inquiéter ici, même si les problèmes invoqués sont d'ordre strictement logistique. Il est grand temps pour la population de Gaza que les policiers palestiniens passent ces grilles pour venir prendre le pouvoir et la souveraineté que les Israéliens sont prêts à leur céder, demain sans doute. Les 325 premiers policiers palestiniens qui entreront à Gaza ont quitté leur campement de Ain Jalout, près du Caire, ce matin. Ils faisaient partie d'un régiment de l'armée de libération de la Palestine, intégré à l'armée égyptienne. À l'heure du retour sur leur terre, les exilés portent haut leur enthousiasme patriotique, qu'importent les derniers obstacles et les difficultés de la tâche à venir. Les communistes des pays d'Europe de l'Est avaient été chassés par la démocratie. Ils pourraient revenir grâce à la démocratie, par exemple en Hongrie, où Jacques Merlino et Luc Bachofen se sont rendus pour suivre la campagne des élections législatives. Le scrutin aura lieu demain. Il n'est pas un lieu aujourd'hui à Budapest où l'on ne parle politique, y compris dans les célèbres termes de Széchenyi. Là, entre deux parties d'échecs ou quelques longueurs, chacun affûte ses arguments avec au centre des préoccupations la possible victoire des anciens communistes. On a peur. On a beaucoup souffert pendant 40 ans, n'oubliez pas ça. Mais vous pensez qu'ils n'ont pas véritablement changé? On a changé, mais il y en a sûrement quelques-uns qui ne sont pas changés. J'ai été élevé sous le régime communiste. C'est eux qui m'ont tout donné. Mon appartement, le reste, j'ai bien vécu. J'étais ouvrier et j'avais tout, écoutez-moi. Les communistes ont accumulé 20 milliards de dettes. Et les conservateurs, 4 milliards en 4 ans. Où est la différence? Si la campagne électorale divise profondément l'opinion et fait ressurgir les vieux démons, c'est que, bien évidemment, les difficultés de la transition sont lourdes à supporter. Avec, en premier plan, le chômage, près de 1 million de sans-emploi dans ce pays de 10 millions d'habitants. Et pourtant, à l'université, où trône encore la statue de Karl Marx, les étudiants, curieusement, jettent un regard blasé sur ces élections. En tout cas, les jeux semblent déjà faits. Selon les derniers sondages, le Parti socialiste, ex-parti communiste, obtiendrait 38% des suffrages. La Hongrie, après la Lituanie et la Pologne, s'apprêterait donc à être dirigée à nouveau par les représentants de l'ancien régime. Je vous annonçais au début du journal la présence en direct d'Alger d'un invité, le Premier ministre algérien Mortad Sifi, qui doit intervenir à la veille de la marche pour la réconciliation très imposante qui devrait avoir lieu demain. Nous avons une difficulté pour établir une liaison avec Alger. Le satellite fait la moue, mais nous sommes en mesure, avant de rejoindre éventuellement notre invité en direct de la capitale d'Algérie, Alger, nous sommes en mesure
d'écouter le reportage de nos envoyés spéciaux Jérôme Bonny et Bruno Giraudon sur le Premier ministre et sur la situation politique en Algérie. C'est des gouvernements qui se succèdent et qui se ressemblent. C'est la même famille. Il y a des gens qui étaient dans le gouvernement avant, ils étaient tous des cons. Ils travaillaient pour leur personnalité, pour leur intérêt. Mais maintenant, ça va. Vous connaissez M. Sifi, le nouveau Premier ministre? Franchement, non. De fait, Mogdad Sifi est longtemps resté un homme de l'ombre avant d'accéder il y a un mois au bureau de chef du gouvernement algérien. Les journées sont laborieuses, cigarette après cigarette, pour ce technocrate qui a accepté la mission impossible de sortir l'Algérie de l'impasse. De gouverner ce pays dont plusieurs portions de territoire sont contrôlées par les islamistes, écartés du pouvoir début 92. C'est l'armée qui assure en Algérie la permanence des institutions. Mais quand le général Zeroual, devenu président, a demandé à Mogdad Sifi d'être son Premier ministre, celui-ci n'a pas beaucoup hésité. Un pays comme l'Algérie a besoin de ses enfants au moment les plus difficiles. Et ces enfants n'ont pas à choisir quand il s'agit d'aller au feu et de se mettre en avant. La première chose que les Algériens attendent de leurs dirigeants, c'est de pouvoir enfin passer des nuits tranquilles. Que cesse le cercle infernal de la violence, des attentats et de la répression. En 2 ans, il y a eu 3 à 5 000 tués, victimes souvent d'exécutions sommaires de part et d'autre. Le nouveau Premier ministre sait que dans cette période d'extrême tension, il a besoin de l'aide financière d'une Europe tatillonne sur les droits de l'homme. Préoccupation souvent secondaire pour les forces de sécurité. Je suis très inquiète, je voudrais voir mon fils comment il est. S'il est malade ou il n'est pas malade ou il n'est pas mort, ou c'est tout. C'est tout ce que je demande, moi. Je voudrais voir quelque chose de mon fils. Depuis un mois, pourtant, certains Algérois semblent percevoir une relative accalmie. Au Club des Pins, ils viennent de plus en plus nombreux avec la volonté affichée de tourner la page. Il y en a même qui attendent beaucoup du Premier ministre. Plein de choses. L'espoir déjà. L'espoir. Et nous allons rejoindre en direct d'Alger le chef du gouvernement algérien, M. Mogdad Sifi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci de bien vouloir répondre en direct à nos questions. Sachons tous les deux que le satellite va être coupé dans quelques minutes. Donc mes questions seront brèves. Permettez que j'utilise l'antenne pour saluer le peuple français amicalement et pour dire aussi mes salutations fraternelles à tous les Algériens qui résident en France de façon temporaire ou plus durable. Il y a le dernier mot dans le reportage de Jérôme Bonny, espoir. Demain, c'est la marche pour la réconciliation. Cette réconciliation entre les uns et les autres est-elle possible? La marche pour demain est une marche qui a suivi d'autres marches et qui précédera certainement d'autres. C'est une preuve que la démocratie existe bien en Algérie. Demain, c'est non seulement une marche, mais c'est aussi un souvenir qui nous rappelle la lutte et la résistance de ce peuple algérien pour recouvrer sa liberté. La réconciliation, Monsieur le Premier ministre, passe-t-elle par un dialogue public avec les dirigeants du FIS? La réconciliation ou le dialogue, je préfère, est ouvert à toutes les parties, à tous les partis qui, dans le strict respect de la Constitution et des lois de ce pays, et à tous les Algériens et à toutes les sensibilités qui condamnent la violence et qui œuvrent à rétablir les conditions de stabilité politique et économique pour aboutir le plus rapidement à la reprise du processus électoral. On dit que ce dialogue a commencé en fait officieusement entre le président Zeroual et Abbassi Madani qui est toujours en prison. Comme je l'ai dit, le dialogue est ouvert à toutes les parties. Il y a tous les partis qui respectent la Constitution et les lois de ce pays et qui condamnent la violence. Donc le dialogue est ouvert à tout le monde, sauf à ceux qui s'excluent, bien entendu, et qui ne répondent pas à ces critères. Cette réconciliation passe-t-elle par la libération notamment des 2 dirigeants du FIS, Abbassi Madani et Ali Belhadj? La libération, celle-là ou d'autres, bien entendu, obéit à des lois, à une constitution, à des prérogatives constitutionnelles du chef de l'État. Le problème n'est pas de libérer X ou Y, le problème est de discuter et de dialoguer
avec toutes les parties et tous les partis et toutes les sensibilités, je répète bien, qui sont contre la violence, qui condamnent la violence et qui œuvreront à assurer cette stabilité politique et économique pour permettre de revenir le plus rapidement possible au processus électoral. Il nous reste 50 secondes. Vous avez parlé d'élections. Elles auront lieu à quel moment? Vous avez fixé la date? Les élections sont en fonction donc de l'aboutissement de ce dialogue et de l'entente entre toutes les forces du pays, quelles qu'elles soient, et qui, bien entendu, respectent le cadre et l'objectif tracé par la plateforme du consensus. Si le fils gagne les élections, il dirigera l'Algérie? Il appartiendra au peuple algérien de décider d'élire ceux qui décideront de son avenir. Si le fils gagne les élections, l'Algérie risque-t-elle de devenir une république islamique? Il faut laisser le soin au peuple de décider de ce qu'il veut dans le cadre d'élections crédibles et libres. Merci, Monsieur Mordad Sifi, pour ce premier témoignage en direct d'Alger. Bonsoir. Bonsoir. Il y a 2 jours, à la même heure, sur ce plateau, nous évoquions avec le général Bijard la bataille de Dien Bien Phu. Aujourd'hui, 40 ans après, jour pour jour, François Léotard a présidé une cérémonie à Pau et a rendu hommage aux anciens combattants, aux victimes comme aux rescapés. Enfin, une très bonne nouvelle pour le continent noir. L'Organisation mondiale de la santé a réussi à éradiquer une maladie tropicale qui provoquait tout simplement la cécité, maladie transmise par une petite mouche qui sévit dans les rivières de nombreux pays africains. Jean-Daniel Flézaquier. On appelle cela le regard du lion. Mais ses yeux ne voient plus, frappés par une maladie parasitaire, l'onchocercose, ce qu'on appelle encore la cécité des rivières. Et cette maladie est véhiculée par un moucheron d'à peine 2 mm, la simulie, qui se nourrit du sang de l'homme et qui en même temps dépose cette microfilaire, ce ver microscopique qui va faire ses dégâts inexorables. Et comme un malheur ne suffit pas, cette mouche a un lieu de vie et de prédilection, les rivières, si rares dans le Sud Sahel. Et ces réservoirs de vie deviennent bientôt des réservoirs du malheur, car les hommes et les femmes deviennent aveugles, les villages sont désertés et la terre n'est plus cultivée. Mais il y a 20 ans, un certain nombre d'organisations ont décidé que cela ne pouvait plus durer. Alors, sur une région grande comme 3 fois la France et qui concerne 11 pays, on a envoyé des norias d'hélicoptères traquer la simulie là où elle se dissimule. Après 20 ans d'efforts, on peut enfin crier victoire. Le sud du Sahel peut de nouveau être exploité. L'essor de la production agricole dans la zone du Sahel est parmi les plus élevés du monde. C'est-à-dire on a eu vraiment beaucoup de progrès. Il y a une histoire d'explosion de la production cotonnière, exactement dans ces zones qui ont été libérées et effectivement ouvertes. On recultive le coton, mais aussi le thé, on a pu reprendre l'élevage. Et dans les rivières, on peut maintenant pêcher le poisson sans appréhension. Pendant cette période, 3 millions d'enfants sont nés. 3 millions d'enfants qui ne risquent plus d'être aveugles. 3 millions d'enfants pour qui l'onchocercose sera désormais un mot et non plus un mal. Vous allez répéter après moi le mot l'onchocercose. Ayrton Senna s'était rendu le 9 mars sur le circuit d'Imola, bien avant la course. Il avait mis en garde les organisateurs de la course contre les dangers de ce circuit, à l'endroit même où 2 mois plus tard, Ayrton Senna trouvait la mort. Un document filmé par un amateur le prouve. François Brabant. Alberto Castioni est ce qu'on appelle un cinéaste amateur et en plus il aime la Formule 1. Le 9 mars dernier, il filme une séance d'essai à Imola lorsqu'il reconnaît dans la courbe de Tamburello la casquette bleue d'Ayrton Senna. Le Brésilien, avec lui, Federico Bendinelli et Giorgio Poggi, 2 responsables du circuit. Les 3 hommes parlent, miment, désignent, Castioni lui filme et raconte. Je n'ai pas pu entendre précisément ce qu'il disait, mais j'ai compris que Senna se plaignait de l'irrégularité de l'asphalte, dit-il. Senna a repris les essais, ajoute le témoin, mais quand il arrivait à Tamburello, on voyait qu'il ralentissait. Oui, Senna a attiré notre attention sur des histoires de revêtement, a déclaré Federico Bendinelli. Et même si juridiquement nous n'en sommes pas plus responsables, a poursuivi l'administrateur délégué du circuit aujourd'hui, moralement c'est une autre histoire. 2 mois plus tard, Ayrton Senna trouvait la mort à la sortie de cette courbe. La justice italienne a saisi le film d'Alberto Castioni pour les besoins de l'enquête.
Le pilote français Didier Auriol a été le plus fort sur les lacets de Corse. Il a réussi à résister aux assauts de l'Espagnol Carlos Sainz et a pris la tête du championnat du monde. Pascal Doucet-Bon. Quand ils sont contents, les footballeurs font des galipettes et s'embrassent goulûment. Les pilotes de rallye, eux, préfèrent asphyxier leur public, chacun son truc. Didier Auriol a toutes les raisons d'être euphorique. D'une part, il prend la tête du championnat du monde. D'autre part, il rompt avec près d'1 an sans victoire. Enfin, son adversaire fut de taille pour rendre son succès plus beau. Sainz est revenu ce matin à 9 secondes du Français. Seul un problème de direction aura eu raison de l'Espagnol. Auriol gagne donc avec 56 secondes d'avance. Ça n'a vraiment pas été un tour de Corse facile. Je crois que Carlos a mis la pression tout le temps depuis le début, depuis la première spéciale, jusqu'à la spéciale de Vico. Je crois que la course était très serrée. Et bon, si Carlos n'échappe pas comme ça, je ne sais pas ce qui aurait pu se passer, mais je crois qu'on aurait fini à quelques secondes tous les deux jusqu'au bout. Auriol Sainz, dans l'ordre ou dans le désordre, voilà qui a des allures de championnat 92, avec une fin qu'on espère plus heureuse pour le Français, qui a désormais le titre en ligne de mire. Patrick Reslov et Christophe Vignal sont allés au Bourget pour vous présenter des objets volants identifiés, des coucous qui faisaient la guerre il y a quelques années et qui sont aujourd'hui cloués au sol pour la grande expo. Parrain, Jean Lefebvre, déguisé pour l'occasion en lieutenant général américain. Nom Holmes, prénom Suzanne, première fiancée de Buck Danny, héros de bande dessinée. Mais qui est donc ce bébé que l'on baptise, ce spécimen né en 44? Son vrai nom, le DC-3. Je rêvais d'être pilote. Ça a toujours été ma passion. Malheureusement, je suis daltonien. Alors vous comprenez, pour un daltonien qui ne reconnaît pas le rouge et le vert, c'est quand même embêtant. Entièrement refait à neuf, fauteuil en cuir s'il vous plaît, il est venu de ses propres ailes au salon. Son heure de gloire, il a entre autres transporté la reine-mère, épouse de George VI, roi d'Angleterre. Nous l'avons retrouvé sur un terrain à Dinard et il attendait qu'une chose, c'est de revivre. Regardez au premier plan cet avion vert, il a tout du DC-3, même cockpit, même fuselage. Et pourtant, c'est une machine soviétique du nom de Lissounov, un appareil fabriqué en 52 sous licence McDouglas. Le B-25, 1700 chevaux, bombardier américain, 2 tonnes de bombes à bord. Bernard Citroën était à ses commandes à 27 ans, pendant la guerre. Je suis ramené 50 ans en arrière et avec une certaine émotion. Autre machine, le B-17, premier bombardier stratégique américain, dite forteresse volante. 13 mitrailleuses lourdes, 7000 kilos de bombes. Déception, certains avions célèbres manquent à l'appel. C'est bien, mais il manque quelques avions que j'aurais bien aimé voir. Par exemple? Le Messerschmitt 109, qui n'a pas pu venir parce qu'il ne pouvait pas atterrir sur une piste en dur. Une exposition au Bourget d'une centaine d'avions dit oiseaux de guerre. Âge moyen, 50 ans. Première exposition européenne de vieux coucous qui n'ont aucune leçon à recevoir des jets modernes. Signe des temps, l'art contemporain deviendrait-il vraiment contemporain? Kassel, le temple de l'avant-garde en Allemagne, expose Bernard Buffet et sa vision si réaliste de nos sociétés. Georges Bégou, Pascal Pueyo. Dominée par un monument baroque du XVIIIe siècle à la gloire d'Hercule, la station thermale de Kassel n'est pas une cité comme les autres. Les artistes y marchent vers le ciel. Sous les statues antiques, on ne fait pas pousser que du gazon. L'art contemporain fleurit ici depuis des décennies avec toutes les audaces de l'avant-garde. On peut comprendre l'étonnement des amateurs d'art à l'annonce d'une exposition rétrospective Bernard Buffet à la Documenta, sorte de temple jusqu'ici interdit au classicisme figuratif. Au début, quand on a discuté le projet avec des collègues, avec des éditeurs, des imprimeurs, tout le monde a dit vous allez ruiner votre réputation. Comme notre société, la critique est en train de se diversifier. Il y a certainement une tendance vers l'art figuratif. Et pour ça, le temps pour nous était mûr de montrer Bernard Buffet justement ici. Si Buffet se livre parfois à de simples illustrations des romans de son enfance, l'examen de la totalité de son œuvre nous le montre essentiellement comme un témoin de son temps. Bernard, inconsciemment, a toujours été le reflet de la situation sociale que nous vivions. Bernard est un angoissé
Et la mort plane toujours sur tout ce qu'il fait, sur tout ce qu'il pense, que ce soit la corrida, que ce soit l'horreur de la guerre, que ce soit l'enfer de Dante, il y a toujours la mort. Certaines de ces toiles semblent décrire les tragédies du Rwanda ou de la Bosnie. Après une période d'opulence, l'Europe qui rejetait l'art réaliste de Buffet l'admet davantage aujourd'hui. Mais qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il est le plus connu des peintres français contemporains. C'est-à-dire que oui, je suis aimé du public et peu apprécié par les esthètes. C'est mieux d'être aimé par le public que par 3 ou 4 tordus. Une pirouette de clown et Buffet a tout dit. Désolé, il pleuvra demain, c'est ce que vous dira Nathalie Riouet dans un instant, mais vous pourrez vous détendre ce soir en regardant France 2, tout d'abord avec Béliveau et Bel-Air, surprise, surprise, à 20h50, puis avec Ardisson à 22h25. Philippe Lefebvre vous présentera le dernier journal à 23h35. Je vous retrouve demain à 13h. Bonne soirée sur France 2, bonsoir.